Merci de vous joindre à nous. Je reçois pour vous Serge Kadima, qui est président de la Ligue des jeunes du PPRD. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. John, d'avoir pensé à nous. Bien, nous allons avec vous essayer de voir un peu ces mariages à FCC Cash, ou l'inverse, je ne sais pas, Cash FCC, qui est décrié aujourd'hui. On considère qu'il faut qu'il s'arrête, d'autres pensent qu'il faut qu'il continue. Toujours est-il que c'est la coalition FCC Cash qui est aujourd'hui au pouvoir, avec un chef d'État et une majorité parlementaire. Beaucoup de choses se sont faites. Une forme de crise politique existe, elle est latente depuis un moment. Elle prend la forme, j'allais dire, du récipient. Ça dépend de la conjoncture. Alors, nous allons avec vous essayer de comprendre ce qui se passe en proposant éventuellement des pistes de solutions pour que les pays sortent de cette crise. Alors, je commence par le FCC ou les PPRD que vous représentez ici. Il y a une certaine opinion, pense que le PPRD ou le FCC, c'est un peu ce qu'a été le moboutisme à une époque, l'incarnation du mal congolais. En êtes-vous au courant? Êtes-vous au courant de l'existence de cette opinion? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense plutôt que, en voulant remercier d'abord à Biwan et à vous-même, ainsi qu'à tout le personnel de Biwan, pour cette invitation. C'est un honneur que vous me faites de m'exprimer à l'honneur de milliers de téléspectateurs de Biwan disséminés à travers le monde. Merci. Je pense plutôt que cette opinion-là, elle est minoritaire et je souhaiterais qu'au regard de la taille et de l'ambition de Biwan, que nous puissions parler sur l'opinion majoritaire. En fait, l'opinion majoritaire est convaincue que 18 ans d'exercice du pouvoir du président Joseph Kabila, il a légué à ces pays une constitution sur base de laquelle l'actuel chef de l'État a prêté serment. Je pense que personne ne peut renier cela, personne ne peut jamais méconnaître cette portée historique de l'apport du président Joseph Kabila dans ces pays. Sur 18 ans, nous pensons que le président Joseph Kabila, en 2001, lorsqu'il prenait le pouvoir, il trouve un budget de moins de 500 millions de dollars. Et il part, il laisse la loi des finances 2020 à plus de 5 milliards 700 millions de dollars. Le président Joseph Kabila laisse les réserves d'échange à 1 milliard 200 millions de dollars qui ont permis à l'actuel pouvoir, sinon au cabinet du chef de l'État, avec son programme de 100 jours, d'initier quelques projets qui se sont soldés par l'aventure que nous avons tous connue, notamment par les procès Vital Kamerhe. Vous connaissez les rapports de l'IGF qui a été stoppé, qui a été arrêté parce que l'IGF avait déjà commencé avec un travail sur l'inspection de l'État, des décaissements et des finances au niveau de la présidence de la République. Donc nous pensons que ce sont des atouts. Le président Joseph Kabila n'a pas trouvé un cadrage macroéconomique. Le président Joseph Kabila est arrivé, il a trouvé que nous n'avons pas un cadrage macroéconomique. Il a construit cela et nous avons un cadrage macroéconomique dans ces pays. Nous avons relancé avec la communauté financière internationale, notamment les Fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale, le Club de Paris et d'autres partenaires à l'étranger parce qu'il fallait crédibiliser notre pays. C'est ce que nous avons fait et cela bénéficie à l'actuel chef de l'État. Nous pensons que ce qui est plus important aujourd'hui, avec modestie, je l'ai dit, l'actuel pouvoir a trouvé un effort fourni par le président Joseph Kabila avec des routes construites de part et d'autre. Parce que souvenez-vous que lorsque le président Joseph Kabila prenait le pouvoir, il était difficile d'arriver dans le Bas-Congo dans moins de 2 semaines. Figurez-vous, un membre de votre famille qui vous dit, parce qu'il doit nourrir ses enfants, il doit scolariser ses enfants, il va faire ses commerces ici à 395 km, c'est-à-dire dans le Bas-Congo. Il faisait 2 semaines et demie dans la route. Avec, surtout quand c'est pendant la saison de pluie, figurez-vous ce qui peut lui arriver sur la route. Le président Joseph Kabila, dans moins de 3 mois, il avait lancé les travaux et aujourd'hui, il a pu connecter la province-ville de Kinshasa et celle du Bas-Congo dans moins de 3 heures, dans moins de 4 heures, c'est-à-dire dans 3h30, si vous avez une belle 4x4, ou bien si vous êtes dans le bus commun, dans les transports en commun, vous faites 4 heures de temps pour aller au Bas-Congo, aller-retour. Donc, même pour les activités commerciales, la gestion du temps, c'est un grand bénéfice. Alors, nous pensons que le président Joseph Kabila a tellement beaucoup réalisé des choses dans ces pays que c'est ingrat de penser ainsi. Je vais prendre un autre secteur, le secteur de télécommunications. Lorsque le président Joseph Kabila prenait le pouvoir, nous avions à peine une seule entreprise de télécommunications. Aujourd'hui, nous en avons 7. Et toutes ces entreprises ont engagé nos compatriotes. Ce sont des Congolais qui travaillent là-bas avec des salaires... C'est des entreprises privées. Ce sont des entreprises privées, mais qui sont créées à la suite d'un choix
courageux, choix politique du président Joseph Kabila, qui avait décidé d'améliorer le climat des affaires, qui a créé l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement. Donc, vous savez, le président Joseph Kabila a boosté beaucoup de choses. Quand nous partons même dans les secteurs miniers, aujourd'hui, tout le monde, les rêves d'un jeune qui termine l'université aujourd'hui, c'est de travailler dans un mining. C'est grâce au courage du président Joseph Kabila qui a pris ce Je vais Donc, revenir. je voulais quand même chuter en disant que Oui. pensons aussi aux parents qui, chaque fois, étaient sur le boulevard avec des cercueils de leurs mandataires réclamant 165 mois d'impayement. Le président Joseph Kabila a fourni un effort. Il n'a pas un tel idéal, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays, que le président Tshisekedi profite de ses acquis pour améliorer. Celui qui viendra après lui en 2023 pourra aussi faire quelque chose. Donc, C'est comme ça qu'on construit le un mal, pays. c'est pas vous. Bon, je pense que le mal est dans l'imaginaire des compatriotes congolais. Je l'ai dit d'entrée des jeux, vous êtes président de la Ligue des jeunes du PPRD, et même au niveau de la Super Socio, qui est le FCC, vous vous occupez aussi de la jeunesse. En tant que président de la Ligue des jeunes, dites-nous, quelle est votre vision sur l'encadrement de la jeunesse qui est engagée énormément aujourd'hui dans le mouvement politique. On l'a vu, notamment dans ces marches qui sont organisées ici et là, et dont nous allons parler tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous savez, moi, je deviens président de la Ligue des jeunes dans un contexte particulier. Dans un contexte communiqué ou voulu par le peuple congolais et matérialisé par des artisans, notamment le président Joseph Kabila et le président Tshisekedi. Alors, lorsqu'on vous nomme, vous contextualisez votre mandat. Et quand je contextualise mon mandat, je résume notre vision par le mot d'ordre de mon autorité morale au niveau du Front commun pour le Congo, du président national du PPRD, le président Joseph Kabila, qui a fait un appel à la jeunesse. Parce que la jeunesse est l'héritier du fruit de cette coalition. C'est-à-dire, l'héritage de la coalition sera géré par la jeunesse. Alors, ma vision est de travailler dans le sens de caresser cette volonté populaire exprimée lors des dernières élections. Le peuple congolais, qui est africain, a voulu, évidemment par l'électorat qui est constitué à plus de 65% par la jeunesse, a voulu que les deux partis politiques ou les deux camps politiques qui sont tous social-démocrates, de travailler ensemble pour l'intérêt du pays. Et pour cela, nous devons avoir une attitude, parce que notre attitude a une incidence positive ou négative sur la coalition et par conséquent sur la gestion et sur l'héritage de cette coalition. La coalition a un seul objectif, de travailler ensemble dans l'intérêt de la population congolaise, dans l'intérêt du peuple congolais, dans l'intérêt de notre nation. Vous savez, nous sommes un pays potentiellement riche, le seul pays au monde avec 9 voisins, avec autant de potentiel. Nous devons transformer cette potentiel en richesse et bien redistribuer cette richesse. Et nous, au niveau du Front commun pour le Congo, particulièrement au niveau du PPRD, nous travaillons de manière à former notre jeunesse, parce que c'est aussi une obligation constitutionnelle. La Constitution nous oblige aussi d'encadrer et de former nos militants et nos cadres. Et nous le faisons. Nous sommes en train de nous battre pour autonomiser la jeunesse. La jeunesse ne doit pas être le marchepied pour les acteurs politiques. La jeunesse doit jouer son rôle. Vous le pensez ou en tout cas, vous le croyez? Ça fait plus ou moins 8 mois que je suis président de la Ligue des jeunes du PPRD et je pense que nous nous sommes inscrits dans cette logique. Nous avons l'accompagnement de notre hiérarchie, c'est-à-dire du secrétariat permanent par l'honorable Emmanuel Ramazani Chadari, et les discussions, les réunions que moi je tiens avec ma jeunesse, les discours que moi je tiens, que nous avons aussi transmis dans d'autres provinces, c'est celui-là. C'est ce discours-là, parce que bientôt là, j'ai annoncé, je ne sais pas, Bio avait annoncé cela, que d'ici la fin du mois, je veux commencer ma tournée sur l'ensemble de la République. J'ai envoyé des instructions sur l'ensemble de la République à tous les présidents de la Ligue des jeunes du PPRD pour qu'ils m'envoient un rapport. J'ai envoyé les termes de référence, l'état des lieux de la province, la cartographie, sinon la carte électorale dans les provinces, jusque dans les territoires. Ça, c'est pour un message en prélude de 2023, parce qu'en 2023, nous devons améliorer la qualité du vote. Bien, 2023. Mais alors, est-ce pour cela qu'on ne sent pas la même chaleur et vigueur qu'avec vos prédécesseurs? On s'était habitué à pratiquement une démonstration des forces, j'allais dire des biceps, de la part de la jeunesse du FCC, la jeunesse qui avait le pouvoir. Aujourd'hui, c'est un peu plus tempéré. Oui, vous savez, je vous ai parlé du contexte dans lequel
moi je prends le pouvoir comme président de la Ligue des jeunes du PPRD, ce n'est pas les mêmes contextes que mes prédécesseurs. Vous savez, même lorsque nous allons à l'hôpital, parce que tous nous sommes malades, mais on n'est pas tous obligés de consulter les cardiologues. Il y a ceux qui vont chez les cardiologues, il y a ceux qui vont chez l'urologue, il y a ceux qui vont voir les médecins généralistes, il y a ceux qui vont voir les dentistes. Alors, donc, comme pour dire que lorsque vous êtes désigné président de la Ligue des jeunes à la veille des élections, vous devez avoir une attitude électorale. Vous devez avoir une attitude de sensibilisation pour aller au vote. Et moi, je suis nommé président de la Ligue des jeunes 6 ou 7 mois après les élections. Il faut déjà commencer à préparer les élections de 2023. Il faut d'abord faire un état des lieux. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui nous a amené au résultat de 2018? Et comment on peut faire pour améliorer la moisson en 2023? Parce que nous tenons aux élections de 2023. Nous devons renforcer nos structures. Aussitôt que j'ai été nommé, vous avez vu, j'ai demandé l'autorisation au secrétariat permanent, j'ai installé les comités de la Ligue des jeunes dans les 24 communes. Et c'est ce que j'ai demandé en province. Nous devons maintenant revoir qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi, faire l'analyse et regarder en face de nous comment développer et restructurer davantage notre jeunesse et comment faire pour qu'en 2023, comme Ligue des jeunes appartenant à un parti politique, nous puissions reconquérir le pouvoir à tous les niveaux. Donc, plus des gros bras dans les rues, plus des manifestations des farces. Vous savez, de toute façon, tout le monde qui est nommé a sa touche, a sa particularité. Moi, je pense que ce que mes prédécesseurs ont bien fait, moi, je ne sais pas bien le faire. Et je suis en train de faire ce que je peux faire en fonction du contexte. Le contexte actuel, c'est un contexte d'abord de coalition. Mes prédécesseurs ont dirigé la Ligue des jeunes dans un contexte où nous avions nous-mêmes la présidence de la République, nous avions l'Assemblée nationale, nous étions en face d'une opposition qui ne voulait rien écouter, qui ne voulait rien apprendre, qui ne voulait rien accepter. Et aujourd'hui, je suis président de la Ligue des jeunes dans un contexte de coalition, laquelle coalition avec un parti politique qui a fait 37 ans de l'opposition, des protestations et des contestations. Donc, nous sommes en train de fournir un effort pour la gymnastique, étant donné que le président national du PPRD, l'autorité morale du Front commun pour le Congo, le président Joseph Kabila, ne nous a pas encore donné des instructions contraires. Les instructions qu'il nous a données, c'est de tout mettre en œuvre pour faire avancer la coalition. Et je pense que c'est dans ces profils-là que je suis. Alors, le contexte, c'est aussi un chef d'État différent de votre parti politique, qui provient d'un autre parti politique, évidemment. Mais la politique chez nous, elle est d'abord sociologique avant d'être idéologique. Et donc, sociologiquement, le chef de l'État a des origines communes avec le président de la jeunesse du PPRD. Est-ce qu'il y a une forme de collusion? Est-ce que aussi on ne veut pas ménager aussi un frère? Non, vous savez, lorsqu'on entre en politique, c'est parce qu'on est convaincu de la démarche. Lorsque moi j'adhère, sinon je commence la politique au PPRD, parce que je n'ai fait que le PPRD, je n'ai été que dans le PPRD. J'ai l'avantage d'avoir ces parcours linéaires-là. En 2001, je ne sais pas si l'actuel chef de l'État avait ses ambitions d'être président de la République. Dieu a voulu que je sois Kassaïen comme lui, je suis fier de l'être. Je suis fier d'être Kassaïen comme lui. Mais vous savez, ici, c'est plus les convictions idéologiques. Ça n'a rien à voir avec sociologique, ce n'est pas subjectif. J'ai des frères, j'ai des amis qui travaillent avec lui, qui sont dans sa première ceinture, mais cela n'a pas d'impact sur mon combat politique, sur ma conviction. Lorsque nous sommes allés aux élections en 2018, au mois de décembre, j'ai été porte-parole du candidat Emmanuel Ramazani Shadari. J'ai défendu son projet de société avec conviction parce que j'étais convaincu de ce que nous étions en train de faire. J'étais convaincu de l'idéologie, de la doctrine, de la philosophie du PPRD et j'étais également convaincu du travail, son projet de société qui était un très bon projet de société pendant la campagne. C'était d'ailleurs le meilleur. J'étais convaincu, mais je savais que le président Tshisekedi était candidat, il était mon frère, il est du Kassai oriental comme moi. Alors maintenant, je vais vous rappeler que le président Kabila ne nous a pas appris cela. Le président Joseph Kabila, sur les 18 ans, en tant que président de la République, il a travaillé avec les Kassaïens comme les directeurs de cabinet. C'est parce qu'il était convaincu qu'il est nationaliste, on peut le faire. C'est ce qui nous a inculqué. On peut être Kassaïen et travailler avec les gens d'autres provinces. Il a travaillé avec le professeur Bouchab, directeur de cabinet, Kassaïen. Le professeur Loumano, directeur de cabinet, Kassaïen. L'honorable Raymond Chibanda,
directeur de cabinet, Kassaïen, et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il a travaillé avec les Kassaïens. Donc, on ne nous a pas appris d'être tribaliste. On nous a appris de travailler sur base des convictions. Et je ne peux pas compromettre ma carrière pour 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est une législature qui va prendre fin en 2023. Alors aujourd'hui, je ne veux pas me prévaloir du fait que je suis Kassaïen pour commencer à faire des connivences avec l'actuel pouvoir. Et en 2023, je dirais quoi à la population? Parce que moi, je ne fais pas la politique pour 3 ans, pour 5 ans. Je l'ai fait pour l'avenir. Nous avons promis de parler de FCC Cash, en réalité de la coalition au pouvoir qui connaît des gros soucis depuis quelques mois à présent. Plusieurs crises, on les a vues se manifester sous plusieurs formes. Mais est-ce que FCC Cash, c'est l'attraction des contraires ou la répulsion des identiques? Non, vous savez, le FCC Cash, vous allez m'excuser pour la redondance, est une volonté de la population, sinon des électeurs congolais, de nos compatriotes. En élisant le président Tshisekedi par le peuple congolais au suffrage universel, et cette même population, les mêmes électeurs, ont voulu que le président Joseph Kabila, qui a une vision pour le pays, et qui sait ce qu'il faut pour le pays, quelqu'un qui a dit « je veux amener ce pays à l'émergence, à l'horizon, il veut que ce pays soit émergent à l'horizon 2030 ». Ils ont compris qu'il y a une vision. C'est comme ça qu'on lui a encore donné la faveur en lui donnant cette majorité au niveau du Parlement. Alors, les deux leaders ont considéré qu'on ne peut pas aller en cohabitation, nous sommes africains. C'est comme ça qu'ils ont matérialisé, ils ont formalisé cette coalition. Alors, c'est tout à fait légitime que, d'une part, la FCC, avec 18 ans d'expérience de gestion, seul, de l'autre côté, d'autre part, l'UDPS, avec 32 ou 37 ans d'expérience dans la rue des contestations, les habitudes doivent être différentes, c'est tout à fait légitime. Nous nous mettons d'accord, nous rédigeons ensemble un programme commun pour le gouvernement, on met en place les gouvernements. Évidemment, il y a des petits dérapages, c'est que vous voulez appeler crise. Il y a des petits dérapages, mais nous faisons confiance aux deux autorités morales. Le président Joseph Kabila, il a géré plus que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous pensons que le président Tshisekedi, pour ce qui lui concerne avec les cash, il a aussi une grande responsabilité pour gérer à son niveau. Et je pense qu'entre les deux, il n'y a pas de crise. C'est vrai que par moment, il nous arrive que nous soyons opposés sur des questions qui concernent l'intérêt national par rapport du point de vue idéologique. Oui, mais il n'y a pas de crise. Ils nous avaient habitués à se rencontrer régulièrement lorsque leur lieutenant, vous voulez un peu faire la guerre. Mais là, en dernière date, il a fallu qu'intervienne un chef d'État étranger pour essayer de concilier les vues. Est-ce que ce n'est pas un point de non-retour entre les deux? Non, moi je ne pense pas qu'il y a eu implication d'un chef d'État d'un autre pays étranger. Non, c'est faux. D'ailleurs, les gens qui participent par moment à des discussions entre les deux autorités morales, ils s'appellent frères par moment. Par moment, ils s'appellent frères. C'est-à-dire qu'ils ont des très bons rapports. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de crise, à moins que vous en connaissez une. Et je pourrais peut-être vous expliquer qu'elle est mineure, elle n'a pas d'impact sur la coalition, elle n'a pas d'impact sur la relation des deux autorités morales. Mais tout ce que je peux vous rassurer, c'est que le président Joseph Kabila nous a toujours instruit de tout mettre en œuvre, de tout faire pour faire avancer la coalition, parce qu'il estime que c'est la meilleure façon d'être reconnaissant vis-à-vis de cette population qui a voulu que nous puissions voir la majorité présidentielle. Et la majorité parlementaire. Oui, mais cette coalition-là, pour vous, elle est confortable, mais pour les autres, l'UDPS en l'occurrence, c'est la corde au cou parce qu'ils ont l'impression de suffoquer, de ne pas réaliser ce qu'ils veulent. Et donc, on entend de plus en plus des positions extrêmes, c'est vrai, je dois les concéder, au niveau de ces partis politiques qui veulent qu'on arrête la coalition, qu'on puisse dissoudre l'Assemblée, en fait, les parlements, afin de redonner à l'UDPS la majorité qui lui revient. Ça, c'est vraiment une énormité. Je n'aimerais pas m'atteler là-dessus. Ce que je peux vous rassurer encore, c'est que le Front commun pour le Congo a des avantages majeurs. Le premier avantage, c'est que la force du Front commun pour le Congo réside dans les institutions. Et ces institutions
sont les résultantes ou la résultante d'une volonté populaire. C'est dans la Constitution qu'on a prévu les institutions. Et les institutions verrouillent l'institution président de la République. S'il vous plaît. Non, parmi les institutions, il y a aussi l'institution président de la République. Oui, justement. Et chaque institution doit jouer son rôle. L'institution président de la République doit jouer son rôle conformément à la Constitution. L'institution gouvernement doit jouer aussi son rôle. Nous avons le Parlement, nous avons les cours et tribunaux. Que chacun joue son rôle conformément à la Constitution, il n'y aura pas de problème. Alors, les amis qui sont dans l'UDPS, qui se comportent comme s'ils étaient encore dans l'opposition, ils ont oublié que dans le couloir des Sun City, avec Papa Etienne Tshisekedi, le grand discours, c'était un état de droit. Un état de droit, c'est le respect des principes, le respect de la Constitution, le respect de la parole donnée. Qu'ils n'oublient pas que le président Tshisekedi a prêté serment pour respecter scrupuleusement la Constitution. Et cette Constitution doit être respectée. La force, j'étais en train de parler des avantages du Front commun pour le Congo. Nous avons le premier avantage, c'est que notre force réside dans les institutions. Parce que c'est le peuple congolais qui a voulu que nous puissions avoir cette majorité au Parlement. Et c'est la Constitution qui demande au président de la République... Les autres ne pensent pas pareil, hein. Ils parlent des tripatouillages. Je suis en train de parler... Bon, écoutez, si ils veulent parler des tripatouillages, ça vaut pour toutes les élections alors. Oui, ça vaut pour toutes les élections. Ça, c'est votre menace habituelle. Non, ça vaut pour toutes les élections. C'est la menace habituelle. Ce que je dis, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si eux estiment qu'il y a eu patrouillage, il y a eu tripotage quelque part, ça dit que ça vaut pour tout le monde. Et c'est la démocratie, nous concédons. Mais moi, j'ai dit, en tant que républicain, en tant qu'homme d'État, j'ai dit qu'il y a eu élection au mois de décembre 2018. Le peuple congolais s'est exprimé. Le peuple congolais a donné la faveur au suffrage universel au président Tshisekedi. Le peuple congolais a donné la faveur au niveau de l'Assemblée nationale où on légifère les lois, où proviendra le Premier ministre. Ils ont donné ça à Front commun pour le Congo. Et c'est comme ça que j'ai dit nous avons une force dans les institutions parce que le peuple congolais a voulu ainsi. Et nous sommes allés dans la rue parce que nos amis d'en face, c'est-à-dire que les gens du cash, avaient toujours la prétention de dire qu'ils avaient la population derrière elles, mais nous avons montré que l'UDPS n'avait pas le monopole. Vous avez vu la marche du 23. Nous allons en parler. Oui, donc c'est comme pour dire, depuis un certain temps, c'est un débat clos, et je suis très content de voir l'attitude de nos compatriotes. Nous allons parler des marches, mais une toute dernière question là-dessus, sur la majorité parlementaire et les chefs de l'État. Quelqu'un sur ce plateau ici disait qu'il n'arrivait pas à comprendre comment dans une élection organisée le même jour, comment un électeur qui a un bulletin de vote unique pour élire à deux niveaux à ce moment-là, c'est-à-dire trois niveaux, provincial, législatif, national et puis présidentiel, pouvait choisir un chef d'État différent du député national. Bon, écoutez, pas. Oui, nous avons eu, c'est le troisième cycle électoral qu'on organise dans ces pays. Ouais. Nous en avons eu le premier cycle électoral en 2006. Nous avons eu un deuxième cycle électoral en 2011. Il y a eu élection. Vous avez vu qu'on a gagné les élections, c'est-à-dire nous, l'Alliance pour la majorité présidentielle à l'époque, à tous les niveaux. Et cette fois-ci, quelqu'un qui se retrouve dans l'isoloir et il fait un choix, pourquoi vous voulez estimer que c'est un problème? Je vais vous expliquer, comme je vous ai dit, que nous avons pris les devants sur les autres. Nous avons l'obligation constitutionnelle de former nos militaires, nos cadres. C'est entre autres pour réparer ces genres de comportements lorsqu'on est devant l'isoloir. Pourquoi je l'ai dit? Vous l'avez dit ici, que la politique en Afrique ou en RDC est par moments sociologique. Et nous devons amener toute la population à comprendre que ce n'est pas en étant subjectif, parce que tel est de ma tribu, tel est de ma province, que nous allons construire ce pays. Il faut une certaine objectivité lorsqu'on se retrouve devant ses responsabilités. Parce que le vote, c'est une grande responsabilité. En votant, que ce soit le président de la République ou les députés, ça dit que vous acceptez que celui-là vous engage. Si vous lui avez donné le mandat tout simplement parce qu'il est de votre village, parce qu'il est tout simplement de votre famille politique, vous êtes en train de compromettre l'avenir de ce pays. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Dans ma tournée, je vais aussi organiser des séminaires et des formations pour le faire. Nous allons solliciter à notre hiérarchie qu'on nous donne aussi des formateurs qui vont nous accompagner. Parce que nous sommes une jeune démocratie. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, vous avez un peu essayé de nous comparer avec les Mobutistes. Pendant 32 ans, Mobutu n'a jamais organisé des élections. Je suis né sur Mobutu. Je n'ai jamais participé aux élections. Le président Joseph Kabila nous a donné ces luxes-là. Il y avait des élections, des votés rouges et votés verts, quand même. Je suis en train de parler des élections démocratiques. Bon, parlons des marches. Aujourd'hui, vous vous êtes pris aussi à ces jeux, des marches. Mais sauf que
on n'arrivait pas très bien à comprendre pourquoi est-ce que vous avez marché, alors que les marches précédentes, visiblement ciblées ou décriées le FCC, mais on a vu le FCC rentrer sur les rues, et puis on n'arrivait pas très bien à comprendre. C'est comme qui dirait, excusez-moi, les voleurs qui crient aux voleurs. Non, je vais vous dire que ce pays a la chance d'avoir le Front commun pour le Congo. Pour la première fois dans l'histoire dans ce pays, nous étions habitués avec des marches de protestation, des contestations. Pour la première fois, nous avons eu une marche pour. C'est-à-dire que nous, Front commun pour le Congo, nous avons marché pour faire respecter la Constitution. Nous avons marché pour soutenir les institutions, y compris l'institution présidente de la République. C'est ça la particularité avec les gens du Cash. Nous avons soutenu tout le monde, les animateurs des institutions ainsi que les institutions. Nous avons dit également, je pense que les gens de l'UDPS devraient en principe être fiers du Front commun pour le Congo, que la mémoire de Papa Étienne n'est pas salie. Il manquait plus que ça. Non, c'est pour dire que pour la première fois, en République démocratique du Congo, plus de 800 000 personnes se sont mobilisées pour soutenir les élections. 800 000 à Kinshasa. Je vous dis que nous sommes la seule formation politique qui a organisé le marche dans 20 provinces de la République. La seule formation politique, c'est le Front commun pour le Congo. Nous avons marché partout, il nous reste 4 provinces. Vous continuez donc? Dans la semaine ici, nous allons terminer nos marches le 23 août. Ah bon? Oui. Toutes les provinces ont compris l'importance de soutenir les institutions parce que les institutions sont aussi décentralisées. Ah. C'est pour la première fois. Et je pense que ça, les gens de l'UDPS devaient quand même, j'aurais bien voulu voir le secrétaire général de l'UDPS ou le président AU de l'UDPS féliciter la coordination du Front commun pour le Congo pour avoir soutenu les institutions qui sont issues des élections démocratiques. Il s'était mordu le doigt. En parlant du secrétaire général, il a dit qu'il avait dû corriger son propos sur ce qu'il avait dit sur l'ancien président Joseph Kabila, disant que c'était un homme qui respectait sa parole. Donc voilà, il s'était mordu le doigt, il a regretté. Je ne crois pas qu'aujourd'hui il soit dans des dispositions de faire quoi que ce soit des positifs à votre égard. Bon, c'est lui-même qui sait à quel moment il faut reconnaître les atouts du président Joseph Kabila. Et à quel moment il faut méconnaître. Bon, ça, il appartient aux gens de l'UDPS. C'est un vrai détail. Mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur votre position, soutenir les institutions. Mais en réalité, lorsque vous regardez les institutions, aujourd'hui, c'est parce que vous contrôlez la majorité de ces institutions que vous voulez que tout se joue au sein des institutions. Parce qu'en dehors, vous n'êtes pas populaire, c'est ce qu'ils disent. Non, écoutez, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans c'est ce qu'ils disent les autres. Non. Que les 380 qui sont là-bas ne représentent pas la majorité populaire. S'il vous plaît. La Constitution, elle est claire. Je crois bien, c'est peut-être la 7e ou 10e fois que j'évoque encore la Constitution. Parce que je sais que, comme le président de la République, nous devons tous respecter la Constitution. Ce n'est pas parce que le président de la République a prêté serment que les autres de l'UDPS ne peuvent pas respecter la Constitution. Ce que nous disons et ce que nous faisons reste conforme à la volonté constitutionnelle. Si les amis de l'UDPS veulent créer leur monde, je pense que libre à eux. Et c'est connu, la Constitution dit clairement que le peuple congolais s'exprime par 3 voies. C'est par les élections, c'est par les référendums, soit à travers la représentation nationale, c'est-à-dire au Parlement. Si eux pensent qu'ils veulent renverser des choses au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir un Premier ministre qui sera issu d'une majorité parlementaire de manière démocratique, ils n'ont qu'à préparer la base pour les élections de 2023. Parce qu'il n'est pas dit dans la Constitution qu'une formation politique avec 50 personnes, avec 300 personnes, on peut les concéder, peuvent se réveiller un matin pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas ça. Ça, c'est craché sur la mémoire de Papa Étienne Tshisekedi. Alors, à propos, UDPS, PPRD, démocrates socialistes, normalement, vous devrez être les meilleurs amis. Effectivement, on devait être des meilleurs alliés, des meilleurs amis si vous voulez, ça dépend de celui qui l'emploie. Mais c'est le cas, je pense. C'est le cas parce que depuis qu'on a commencé, toutes les crises que nous avons eues, ce sont des crises mineures. Et il y a des fautes
qui ont été enregistrées ou commises de part et d'autre, qui ont été tout de suite réparées. Et je pense que nous continuons vers la bonne direction. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu d'autres élections. Nous ne savons pas aujourd'hui renoncer à la coalition, à moins que nos amis de l'UDPS puissent nous dire quelle est la formule qui est conforme à la Constitution. Parce que la Constitution veut dissoudre pour crise institutionnelle, dissoudre l'Assemblée, c'est pas le ce que dit la Parlement. Constitution. Je pense que je dois acheter quand même des constitutions pour faire cadeau à quelques compatriotes d'en face. Parce que la Constitution donne les conditions. C'est lorsqu'il y a une crise persistante entre l'Assemblée nationale, entre les parlements et les gouvernements. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas cette crise-là. Ça ne risque pas d'arriver d'ailleurs. Cette crise-là existe dans l'imaginaire Ça ne risque de pas nos d'arriver compatriotes d'ailleurs de parce que l'UDPS. vous contrôlez aussi le gouvernement et donc vous contrôlez l'Assemblée nationale, donc il n'y a pas de risque que ça arrive. Jusque-là, on ne nous a pas dit à quel niveau il y a la crise. Ils ne peuvent pas créer la crise à limiter et puis commencer à dire que sur base de cette crise, on peut dissoudre l'Assemblée nationale. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce que dit la Constitution. Tout Congolais, d'où qu'il soit, a l'obligation de sécuriser et de protéger cette Constitution. Et nous disons qu'on ne pourra jamais accepter que les gens puissent défier cette Constitution parce que cette Constitution est le fruit, sinon la résultante d'une expression populaire. N'oubliez pas que nous avons connu des schémas impossibles, jamais acceptés au monde pour que nous puissions en arriver là. Et nous pensons que nous devons tous nous comporter comme des garants de la gestion, sinon de la sécurité de cette Constitution. Oui, mais à contrario, il n'y a pas que vous qu'on essaie de déstabiliser, entre guillemets, mais vous aussi, il a été reproché à plusieurs reprises au FCC de monter un coup contre le chef de l'État. On a vu dernièrement cette sorte de valse autour de la Cour constitutionnelle. Bon, il y a beaucoup de non-dits, peut-être qu'on comprendra ce qui s'est passé plus tard. Mais on a créé à un moment une sorte d'impeachment contre le chef de l'État. Bon, je pense plutôt que ce sont des choses que les collaborateurs du chef de l'État montent de toutes pièces pour peut-être obtenir sa faveur, pour obtenir un avantage. Et je pense que c'est peut-être méconnaître ou ne pas bien connaître le président Joseph Kabila. Vous savez, il y a beaucoup de gens de l'UDPS qui ont évolué pendant longtemps à l'étranger, qui n'ont peut-être pas vu ce qui s'est passé dans ces pays. Si aujourd'hui, parmi les acteurs politiques en République démocratique du Congo, s'il y a un homme de parole, c'est le président Joseph Kabila. Il a fait de manière solennelle, avant la remise et reprise, sinon avant la prestation de serment du président Tshisekedi, et toutes les fois qu'il nous a reçus, que ce soit à Kingakati ou ailleurs, même quand il a suivi la coordination, sinon la conférence des présidents du Front commun pour le Congo à Kinshasa, c'était pour dire tout ce que vous êtes en train de faire, il faut le faire dans les normes et dans le respect de la Constitution. Et la Constitution ne nous donne pas le pouvoir de comploter contre le président de la République. Et ce que nous faisons, ou ce que nous essayons de faire au quotidien, c'est que nous voulons rappeler les uns aux autres que chaque institution doit jouer son rôle et rester dans les limites des attributions constitutionnelles. Nous sommes déjà en 2023, compris comme l'année de l'organisation des élections. On a malheureusement comme l'impression que tout le monde s'est déjà projeté et tout ce que les acteurs politiques posent comme acte aujourd'hui est presque dans une période préélectorale, donc des propagandes. En 2023, le FCC va revenir cette fois-là pour corriger les défauts d'élection et retrouver son poste de président de la République. On ne viendra pas en 2023 corriger. Je vous ai dit qu'aussitôt que j'ai été nommé au niveau de la Ligue des jeunes, j'ai commencé déjà à travailler par rapport à cela. J'ai dit sur ces plateaux que la jeunesse constitue la couche sociale la plus active, même pour ce qui concerne les activités électorales. Donc, comme pour dire, nous sommes déjà en train de travailler. Je vous ai dit, le PPRD, le FCC comme formation politique, nous sommes en train de nous battre, de nous organiser sur le terrain et faire un travail de ratissage pour que nous soyons en position utile aux élections de 2023. En 2023, nous allons corriger ce qui n'a pas pu être fait en 2018 et réconforter ce que nous avons fait de positif, afin que nous puissions gagner les élections à tous les niveaux. Les chefs d'État y compris, bien entendu. Nous allons aligner les candidats à tous les niveaux. C'est ça même la vocation d'un parti politique ou d'une formation politique. Dès là, à comprendre que vous empêchez à celui-ci de bien s'exprimer parce que son action sera aussi jugée en 2023. Monsieur John, est-ce que vous réalisez un peu la portée de votre question? Dire qu'il y a des compatriotes, même s'ils sont dans un parti politique, ils empêchent au chef de l'État de s'exprimer. Je ne vois pas
comment on peut Il a considérer été cela. dit que des ministres ont reçu des instructions pour saboter l'action du chef de Non, l'État. écoutez, vous savez, le président Joseph Kabila a été président pendant 18 ans. Il est le seul qui a l'expérience en cette matière-là. Et il est le seul qui connaît les prestiges, les mythes et toutes les valeurs qu'il faut accorder à un chef de l'État. Ce n'est pas lui qui peut nous permettre d'empêcher au chef de l'État. Et par quel mécanisme? Et je pense même que les gens de l'UDPS qui évoquent cela tous les jours, ça c'est un manque de respect pour les chefs de l'État. Et je pense même que si les services de sécurité m'écoutent, ils doivent identifier cela, qui disent que nous empêchons le président de la République de s'exprimer. On doit les arrêter. C'est ce qu'on appelle l'outrage au chef de l'État. Le chef de l'État, il est libre. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le chef de l'État a plusieurs façons de s'exprimer. La Constitution lui donne le pouvoir de s'exprimer chaque fois l'an devant les congrès. Comment on va empêcher cela? Oui, je veux dire, pas la parole, ça c'est les actes. Il n'a pas des marges de manœuvre que celles que vous voulez bien lui donner, on dirait. Moi, je ne sais pas quelle marge de manœuvre vous voulez que nous puissions créer. Au niveau du Parlement, non, à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous, Front commun pour le Congo, on n'a pas une marge de manœuvre accordée au président de la République. Les prérogatives du président de la République sont définies dans la Constitution. Les prérogatives du Parlement sont également définies dans la Constitution. Les prérogatives du gouvernement sont aussi prescrites dans la Constitution. C'est juste question d'observer de manière stricte ou scrupuleuse ces dispositions. Vous verrez que le pays va fonctionner normalement et il y aura respect mutuel dans tous les sens. Alors, nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons du respect au président de la République, autant que nous devons du respect au Premier ministre, nous devons du respect au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et à tous les autres animateurs des institutions. Nous pensons qu'on ne peut pas manquer du respect au président de la République, autant qu'on ne peut pas manquer du respect au Premier ministre. Donc, toute personne qui a une parcelle d'autorité ou de pouvoir qui lui est conférée par la Constitution mérite du respect et nous pensons que c'est ce qui doit être fait. Et c'est ce qui justifie même, entre autres, la marche que nous avons initiée sur l'ensemble du territoire avec le coordonnateur Nami Mouilagnan. Donc l'histoire de la mise en accusation du chef de l'État par la présidente de l'Assemblée nationale et les présidents du Sénat n'était qu'une vue d'esprit. Bon, je pense que ça fait partie des choses que les compatriotes de l'UDPS doivent améliorer ou changer. Parce qu'il ne faudra pas se retrouver dans un coin et inventer une information et penser aussi que c'est facile. On va faire une mise en accusation. Pourquoi? Le président de la République s'est retrouvé à l'étranger, je crois bien à Londres, où il a dit « Si on me pousse à faire ceci, je vais faire cela ». Madame Maboun, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, elle se retrouve devant la presse, on lui pose une question sur la mise en accusation, elle explique les conditions dans lesquelles on peut faire une mise en accusation. Et ces conditions-là n'ont jamais été réunies dans ces pays. Comment on peut considérer qu'on peut faire une mise en accusation au président de la République? Et surtout que nous sommes en coalition. Nous sommes en coalition. Donc nous devons tenir compte de cela aussi. Et surtout que, je vais encore ajouter un élément de détail, le président Tshisekedi est en très bon terme avec le président Kabila, il n'y a pas de problème. Et le président Kabila, il ne nous a jamais demandé de saboter cette coalition. Il nous a toujours demandé de multiplier les efforts, de conjuguer les efforts pour que cette coalition puisse apporter des résultats meilleurs au sein de paniers de ménagers. Oui, mais quand on regarde par exemple la démission rocambolesque du président Lwamba, la rébellion entre guillemets des magistrats Ouboulou et Kilomba, la bataille pour le contrôle de la Cour constitutionnelle, on ne peut pas dire que tout va pour le mieux. Non, moi je pense plutôt que de temps en temps nous devons contextualiser les choses. Ouais. La démission du président Lwamba, il est libre, autant que vous pouvez aussi démissionner de Biwan pour aller ailleurs si vous avez une autre possibilité. Vous pouvez aussi dire que non, ça suffit, vous pouvez créer votre chaîne, vous pouvez faire votre organisation. Le président Lwamba a estimé qu'il fallait démissionner. À notre époque, il y a des gens qui ont démissionné. Je crois bien, il y a l'actuel président du Conseil d'État. Il avait écrit pour demander les partis. À notre époque, il y a aussi des gens qui ont démissionné. Et aujourd'hui, si le président Lwamba démissionne, ce n'est pas un problème. Vous appelez l'histoire des deux juges là. Ça, c'est quand même une matière purement juridique que je préfère ne pas aborder. Mais j'ai lu leur lettre qui dit qu'ils n'ont pas été consultés. Ils ne sont pas d'accord avec là où on les a envoyés. Mais quand j'ai essayé d'approcher mes camarades qui sont juristes, ils m'ont fait croire qu'à ces niveaux de responsabilité, les juges de la Cour constitutionnelle ne sont pas régis par le Conseil supérieur de la magistrature comme tous les autres magistrats. Alors c'est un débat juridique, laissons ces débats aux juristes et je crois bien dans les jours qui viennent, nous serons tous fixés. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont écrit
Je crois bien que la courtoisie d'un homme d'État voudrait que... Ils ont écrit au chef de l'État au lieu d'écrire à leur hiérarchie. Non, c'est le laquelle? Conseil supérieur de la magistrature. Non, le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas la hiérarchie des magistrats de la Cour constitutionnelle. Je ne suis pas juriste, mais je pense que c'est une information que tout le monde doit savoir. Alors, bon, je ne vais pas parler d'autres petits soucis qu'il y a eu entre FCC Cash. Je voudrais retenir avec vous que vous voyez l'avenir de manière positive, mais comment est-ce qu'il va falloir régler tout ça? Parce que à chaque problème, on dirait que les deux parties n'ont pas une même clé des lectures, une sorte de règlement intérieur qui leur permet d'avoir la même compréhension des faits. Bon, écoutez, lorsque mon enfant a un problème avec l'enfant du voisin, on ne peut pas conclure pour dire que les deux voisins ont des problèmes. Donc, ce sont des choses qui vont se régler. Et je vous ai dit qu'au sommet, entre les deux chefs, il n'y a pas de problème. Entre nous, des collaborateurs, par moment, lorsque nous nous retrouvons dans des discussions, dans des réunions, dans des débats, il nous arrive d'avoir des divergences. Ce sont des divergences qui nous permettront ou qui nous permettent d'améliorer ce que nous sommes en train de faire. Et nous faisons toujours rapport à la hiérarchie. Et c'est la hiérarchie qui va en décider. Et au stade actuel, je vous dis qu'il n'y a pas de problème. Et ce que vous voyez comme crise sont des crises artificielles. Pourquoi artificielles? Parce que ce sont des crises qui n'engagent pas les deux autorités. Le jour où il y aura crise, nous allons prendre la parole. Je suis du Fonds commun pour le Congo. Je vous dirai qu'il y a crise et je ne suis pas d'accord. Je veux donner la position de l'autorité morale. Le jour où il y aura crise. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais on a eu l'impression que vous vous empoignez, par exemple, pour cette histoire de la CENI où vous vous disputiez le poste des vice-présidents entre le PPRD, enfin, j'allais dire entre le FCC et le CACH. Vous avez mis les feux au pays? Bon, moi je pense plutôt que la question en rapport avec la CENI, ce sont des questions, si on les gère bien, on va donner des signaux forts que la démocratie a atteint sa maturité dans ces pays. Ce qui s'est passé au niveau de la CENI, en parlant du président de la CENI, c'est une organisation telle que prévue par la loi électorale, telle que prévue par les textes qui nous régissent. Donc nous, le Fonds commun pour le Congo, on n'a rien à voir. M. Rossa Malonda, il n'est pas du PPRD, il n'est pas du Fonds commun pour le Congo. Moi, personnellement, je ne les connais même pas. J'ai vu ses affiches et j'ai vu les différents articles qui ont été écrits pour lui et contre lui. On ne les connaît pas. Mais les postes du premier vice-président de la CENI, c'est aussi régi dans la loi électorale. Je ne vois pas. On dit que c'est la majorité qui propose, oui. Mais aujourd'hui, la majorité, elle est de quel côté? Elle n'est pas au CACH. Les CACH a 43 députés. Nous en avons plus de 350. Comment? Je ne sais pas si on veut inverser. On n'est pas quand même dans un jeu de qui perd gagne. Ici, les choses sont bien fixées par la Constitution et par la loi. La loi dit que le poste du président de la CENI, c'est la société civile. Et la société civile, c'est globalisant. On a défini comment on procède. Il y a un secrétariat technique qui est tenu par l'Église catholique. Les choses sont faites à ce niveau-là. Pour le reste, moi, je n'entre pas dedans. Je ne défends pas si la procédure était bonne ou mauvaise. Mais je vais vous dire que la même loi dit que le premier vice-président ou le vice-président de la CENI provient de la majorité parlementaire. C'est clair. Et je pense que si on a véritablement milité dans un parti politique qui s'est battu pour un état de droit, on ne pouvait que comprendre des choses comme ça facilement. Les deux autorités morales, FCC Cash, ont indiqué que, enfin, pas les deux, mais on a eu vent que finalement, il y a eu de part et d'autre, du président Félix Tshisekedi et de l'ancien président Joseph Kabila, des délégués qui se sont retrouvés. Est-ce bien le cas? Est-ce que tout va pour le mieux maintenant? On ne va pas assister à une nouvelle crise? Ce qui est vrai, c'est que au moment où nous parlons, les contacts ont déjà repris. On ne peut jamais exclure dans un parcours d'une coalition ou d'une alliance des petites crises. On ne peut jamais exclure cela. Mais ce qui est plus important, c'est la capacité des deux autorités morales de surmonter cela, afin de ne pas faire rater à notre population cette chance de voir un jour l'héritage de cette coalition. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre pays. Et les deux acteurs
ont la mesure de ce qui se passe. Voilà, Serge Kadima, président de la Ligue des jeunes du PPRD, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vais vous laisser notre partie credo, ce en quoi vous croyez. Dites-le sur cette caméra pour l'avenir et la prospérité de la RDC. J'ai toujours cru que le destin est plus fort que la diversité et tout ce qui se passe comme crise font partie de la trajectoire de la destinée de ces pays. Ces pays, c'est un pays potentiellement riche. Il est possible que partout où nous sommes, dans les différents domaines, dans les différents secteurs, que chacun de nous apporte le meilleur de lui-même pour que nous puissions ensemble construire ces pays. Le développement de ces pays ne viendra pas du président de la République ou du Premier ministre ou de seuls députés. C'est nous tous, c'est la contribution de tout le monde. Le président de la République ne sera pas partout, le Premier ministre ne sera pas partout, le président de l'Assemblée, les députés ne seront pas partout. Chacun de nous a une responsabilité dans ces pays. Nous avons aujourd'hui la chance de mettre des bases pour une démocratie et nous pensons qu'il est possible de travailler pour le destin de ces pays. Et le destin des pays, c'est le développement, son émergence, et que ces pays soient comptés parmi les grands au monde. Et je suis convaincu. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous qui nous suivez de partout. À très bientôt. Au revoir.